Pourquoi sommes-nous ici? Ce n'est pas notre lieu. Y aura-t-il un lieu pour nous, en quelque autre endroit? Peut-être que nous définit, comme la lumière le jour, n'avoir de lieu nulle part. Mais nous définit aussi que nous puissions créer un lieu. Et on ne trouve quelque chose que dans un lieu qu'on se crée. Jusqu'à se trouver soi-même, s'il est possible de se trouver. Cours élémentaire, monument précaire, geste d'air, machine célibataire, récit documentaire, vide, sanitaire, art is a guarantee of sanity, découvert bancaire, de mes possessions faire l'inventaire, book, émissaire, cadran, solaire, quelque chose d'arbitraire, cortège d'hommes semblant célibataires, identité pré-identitaire, il ne voyait plus clair, à la colonie disciplinaire, naturalité précaire, langue vernaculaire. Quand on fait un choix politique, qu'il soit clair, sous les yeux des libraires, cordon sanitaire, économie bipolaire, les moulages du gaz en forme malique, ainsi obtenus, comme le refrain de cette machine célibataire, butoir de vie, impasse sexuelle, non pas de destinataire, le serment célibataire, aspect de cimetière. Je ne déclare pas correctement une pension alimentaire, revenu intermédiaire, montant forfaitaire, et ma joie solitaire, discrétion nécessaire. Jeu parcellaire, l'art de se passer de l'art d'être seul, un roman métalittéraire, sculpture involontaire, voix minoritaire. Ce sera une sorte d'inventaire. Mais si le temps venait à me manquer, au dernier moment, il me suffirait d'un petit quart d'heure pour dresser mon inventaire. Donc, mes histoires d'abord, et en dernier lieu, si tout va bien, mon inventaire. On est sorti des courants d'air, le tragique, de l'impossible nécessaire. L'autodéception est le seul art populaire. Comme si renoncer à échouer était beaucoup plus grave que renoncer à réussir.
à mes sœurs, vives et imaginées, à mes frères, croque-morts et autres. Vous voulez travailler avant ou après la mort ? M'a demandé sans sourciller la dame du bilan de compétences. Et moi, comme un con, j'ai répondu après. C'est comme ça que je me suis retrouvé à œuvrer pendant 3 ans dans les pompes funèbres. Bizarrement, ce métier m'a remis dans le mouvement de la vie. Lent dégel. Comme si j'étais venu me réchauffer auprès des familles endeuillées. Il est vrai que j'aurais pu tenir encore un peu et prolonger le séjour à l'autre rive. C'est le nom qu'avait donné Raphaël Confineau à sa boutique située à quelques pas des urgences de l'hôpital Cochin. Un bon emplacement. La preuve, c'est le nombre d'enseignes de pompes funèbres accolées sur les 20 mètres du même trottoir. Dans l'ordre d'apparition, l'autre rive, PFG, Roc Éclair, service funéraire Ville de Paris. Je ne m'étais pas trompé d'enseigne. J'ai pu y exercer le métier d'assistant funéraire et celui de maître de cérémonie comme je l'entendais. Du reste, je n'aurais pas tenu le coup si je m'étais engagé dans les services funéraires Ville de Paris. N'ayez crainte, je prendrai le temps de vous en parler. En revanche, je ne vous raconterai pas forcément dans le détail les années d'errance qui ont suivi mon départ de l'autre rive. Un trou de 12 ans dans ma vie que je ne cherche pas ici à camoufler. Je ne suis pas seul à parler. Je ne suis pas seul. Vous êtes là, à mes côtés. Vous êtes venus à l'heure dite, au café Justin, à quelques pas de l'entrée principale du Père-Lachaise. C'est la première fois que je donne rendez-vous de ce côté-ci du cimetière. Les promenades précédentes ont toutes démarré du côté de la place Gambetta. J'y avais trouvé un café plus sympa. L'entrée se faisait de façon plus discrète. Les gardiens nous foutaient la paix, sauf s'ils nous voyaient stagner trop longtemps au même endroit, assis sur l'herbe, près des toilettes, à droite en entrant, à quelques pas du mémorial des enfants. Une fois le seuil franchi, nous entrons bel et bien dans un espace autre. Nous passons des artères de la ville, l'avenue du Père-Lachaise ou le boulevard Ménilmontant, à celle tout aussi rectiligne de cette nécropole, avant de bifurquer vers ces sentiers sinueux. Bientôt, nous tanguerons entre les tombes. Nous ferons comme si nous avions quelque chose à faire ensemble à cet endroit, à cet instant. Pourquoi êtes-vous ici ? C'est la question que pose Robert Filiou à chacun des 10 interprètes qu'il convie dans sa pièce aléatoire, l'immortel mort du monde. L'un d'entre eux répond « Je suis ici parce que je ne ferai pas de mal à une mouche. » Les paroles qui font mouche font mal. Je pourrais très bien faire mienne sa réponse. C'est sans doute pour cela que je l'ai retenue. J'appartiens à la famille des gentils par anxiété. Est-ce pour cela que je fuis les paroles qui ne sont proférées que pour blesser son vis-à-vis ? Je suis ici parce qu'Amandine, une amie, avant de quitter Paris, m'avait demandé d'organiser une promenade au Père-Lachaise, son appartement surplombant le cimetière. C'était il y a déjà 2 ou 3 ans. Et puis, ça a pris une tournure inattendue. Les jours qui ont précédé cette virée, j'étais en transe. J'ai rouvert toutes mes boîtes d'archives. Et de relire tous ces papiers anciens, la tête me tournait. Aussi ai-je décidé de saisir cette occasion pour comprendre les raisons intimes qui m'ont fait entrer dans les pompes funèbres, aussi bien que celles qui m'en ont fait sortir. Le contexte était suffisamment amical pour me le permettre. Depuis que j'ai quitté l'autre rive, je n'arrête pas d'en parler. Ne cesse de revenir sur cette expérience, comme si je ne m'en étais pas vraiment remis. Suis-je ici pour me déprendre de celui que j'étais alors ? Aucune raison d'embaumer le souvenir de ces années pompes funèbres.
Peut-être ai-je plus appris en ces 3 années passées à l'autre rive que durant celles passées dans les allées surexposées du monde de l'art. Du reste, je n'ai jamais réussi à adhérer à l'attitude conquérante et productiviste que l'on attend d'un jeune artiste au sortir d'une école d'art. À mon époque, on n'usait pas encore de l'étiquette artiste émergent. En revanche, à chacune de mes sorties, il n'est pas rare que je cite le livre d'Henri Michaud, trouvé sur l'étal d'un bouquiniste à Clermont-Ferrand, alors que j'avais 15 ans. Émergence, résurgence. Le lire d'une traite m'a alors indiqué un chemin pour me sortir de la prison que je m'étais construite depuis l'enfance. Traversé par des courants adverses, j'ai toujours cherché à me façonner un abri avec les moyens du bord. Dans ma vie, ça s'est souvent passé comme ça. Ce sont des femmes qui m'ont sorti de l'ornière. Car je suis champion pour me coincer tout seul, ou m'auto-exclure. Dans l'art, j'ai toujours eu le sentiment de n'appartenir à aucune famille. À un moment ou à un autre, me taraudait l'envie de remettre le compteur à zéro, puisque, à mes yeux, tout ce que j'avais pu entreprendre jusque-là, ça ne tenait pas. Ce n'était que tentative de sortie, brouillon, essai, chiffon, rien de bon. J'ai perdu beaucoup de temps avec ça. Mon désir n'étant jamais très vigoureux, je laissais prise au doute, buté sur les mêmes écueils, comme si quelque chose, quelqu'un, m'arrêtait à l'instant précis où se présentait à moi la possibilité de m'affranchir. Avec la dame du bilan de compétences, par exemple, je peux dire qu'il ne s'est pas rien passé. Elle m'a bel et bien libéré de ma prison. En quelques séances, elle a vu clair en moi. Elle m'imaginait très bien œuvrer dans les pompes funèbres. Elle m'a fait part de son intuition à la 3e séance. Et le plus étonnant, c'est que j'ai adhéré sur le champ à sa proposition. Elle m'avait trop bien entendu, Madame Constanza. Elle avait trop bien compris ce avec quoi j'avais bataillé ces 10 dernières années. Des Beaux-Arts de Paris à l'atelier de l'artiste suisse Thomas Hirschhorn à Aubervilliers. Il a fallu que cela passe par quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui pense que j'étais capable d'accomplir cette conversion. Celle-ci ne s'est pas faite du jour au lendemain. Une année s'est écoulée entre la fin du bilan de compétences et mon entrée dans l'agence de pompes funèbres située au cul de Cochin, l'autre rive, la bien nommée. Le récit de cette expérience, je voudrais l'éprouver avec vous aujourd'hui, comme s'il m'attendait là un trésor qui ne me resterait plus qu'à exhumer par un patient travail de déblaiement. 12 années se sont ainsi consumées depuis mon départ de l'autre rive. Suffisamment de temps pour entamer des fouilles, retourner les morts, inventer des prières, siffler quelques bouteilles. Oui, c'est le récit que l'on attend de moi. Je l'attends aussi. N'empêche, je me méfie. Car ce qui m'anime, je suis susceptible de le tuer, d'en faire de la bouillie. Lors d'une soirée, par exemple, où je ne connais pas grand monde, à votre avis, que répondre à quelqu'un qui m'aborde et m'interroge sur ce que je fais dans la vie ? Bien, j'en viens très vite à parler de mon passage par les pompes funèbres. Je ne parle guère de mon présent. Socialement, je préfère me présenter ainsi, dire que j'ai été croque-mort plutôt que m'afficher artiste. Ça m'est plus facile, que voulez-vous ? Et pour être franc, j'ai l'impression que ça intéresse davantage les gens. D'autant plus quand je me retrouve dans une soirée d'artistes. Parce qu'au fond, nous sommes tous plus ou moins travaillés par les mêmes trucs. Aussi gagnons-nous à les taire et à parler d'autre chose. C'est sûr, quand je débarque d'une soirée avec mes histoires de croque-mort, ça détonne. Ça fait un appel d'air. Mon récit agrippe toujours 2-3 personnes. Le récit enfle à la mesure de l'intérêt qu'elle me prête. Les questions ne tardent pas, les langues se délient, les zones d'ombre s'éclaircissent. Je me sens à nouveau ragaillardi. Parler de mort, c'est un peu comme parler de cul. Ça intéresse tout le monde, surtout en fin de soirée. Au printemps dernier, j'ai traversé le cimetière. Il faisait très beau ce jour-là. Il y avait une très belle lumière.
Il y avait des herbes folles partout, dans les interstices, entre les pierres, les cailloux. En me laissant guider par elles, sans chercher l'emplacement d'une tombe précise, j'ai découvert des sentes inaperçues le long du mur d'enceinte. J'ai marché comme ça pendant 1 heure, comme halluciné. 2 promeneurs m'ont abordé pour me demander où était la tombe de Molière. Ce sont eux qui m'ont réveillé. Depuis, je me suis demandé si c'était possible de partager cela avec un groupe de 10-12 personnes, en les embarquant avec moi dans une sorte de rêve éveillé. Quelques jours plus tard, j'y suis retourné pour tenter de revivre la même expérience en naviguant à vue dans le même secteur. Mais la lumière n'était pas exactement la même. Mon état intérieur non plus. Les herbes folles avaient été coupées. Le charme était rompu. Ce n'était pas le bon jour, pas la bonne heure. Valait mieux revenir sur ses pas, afin de ne pas abîmer le souvenir de cette première promenade hallucinée. C'est comme lorsqu'on est arrêté par un tableau dans un musée. Quand il se passe vraiment quelque chose entre le tableau et soi, eh bien, ça n'a lieu qu'une fois. Il ne faut pas chercher à le répéter. C'est juste le souvenir de cette illumination que l'on vient vérifier, si l'on retourne le voir. On le sait sans le savoir. On a beau le savoir, on y retourne quand même. Et c'est comme ça que tout s'évanouit. Est-ce que vous savez s'il y a encore de la place ? C'est l'une des premières questions que pose le conseiller funéraire. C'est concret. Il y a des gens qui le savent et d'autres qui ne le savent pas. Une fois que vous avez le numéro de la concession, vous appelez la conservation du cimetière où tout est archivé. Ils peuvent vous dire qui est enterré, la date de la dernière inhumation, le nombre de places, etc. En général, les gens modestes s'en souviennent. Et souvent, ils vous règlent les obsèques avant même qu'elles n'aient lieu. Tandis qu'avec des personnes d'un milieu bourgeois, ou carrément de la haute, c'est toujours plus compliqué. Leurs réponses restent évasives, trop habituées à déléguer. Certains ne peuvent s'empêcher d'être condescendants. De toute façon, les jours qui précèdent l'enterrement, les marbriers se rendent sur place, ouvrent la sépulture, vous disent de quoi ils retournent. Certains caveaux, datant du début du siècle dernier, sont si profonds que les corps des porteurs ne suffisent pas pour atteindre la case ou déposer le cercueil. C'est ce qui s'est passé le jour de l'inhumation de la mère de Madame Le Goupil, dans le caveau que nous irons voir tout à l'heure. « 8 septembre. Je cherchais un mot pour commencer le récit. C'est le mot formation qui m'est venu. Formation, quelque chose qui se forme, quelqu'un, comme un grumeau se forme. Quelque chose qui s'agglomère autour d'un noyau ou bien autour de rien. L'ordre et la cohésion apparaissent une fois que la chose a pris forme et consistance. C'est ce que j'éprouve depuis mon entrée dans les pompes funèbres. J'apprends tous les jours. J'entre les données, les enregistre au fur et à mesure sur mon disque dur. Je me coltine tout ce qui me faisait peur. Les machines, les collègues, la paperasse, le téléphone, le commerce avec mon prochain. Côtoyer la mort au quotidien, et je l'ai choisi. Tout ça s'apprend. C'est maintenant. Tenir bon dans la durée. Les verrues, les derniers grains d'une vie ancienne qui n'est plus la mienne. À quoi m'a donné, si ce n'est à ma propre métamorphose ? 15 septembre. Paniqué, ce début d'après-midi, la première fois depuis mon arrivée. Je ne me suis pas vu assumer ce que me demandait Raphaël. Remplir les formulaires de l'enfant mort-né. L'esprit brouillé, j'ai ressenti des difficultés à me concentrer. Besoin de vérifier. Angoisse. Qu'est-ce que je fous là ? Suer. Ce n'est pas mon monde. Et pourtant, je dois me confronter à cette réalité pour sortir de la case prison. 16 septembre. Fatigue. Mécanisme inconscient. Ce qui me fait tenir.
la difficulté de la tâche, l'absence, le silence de mes proches, le vide que j'ai réussi à faire autour de moi, l'indifférence des uns, la lassitude des autres. Je ne fais pas ce qu'ils attendaient de moi. Je ne suis pas exactement à la place qu'ils m'avaient assignée. Les parois de mon abri sont si peu étanches que je n'ai pas d'autre choix que celui de m'appuyer sur la parole d'autrui, la recevoir, la retenir. En m'ouvrant à la parole de mon vis-à-vis, je deviens caisse, réceptacle, contenant. Au contact des vivants reliés par leur mort, je ne frime pas. Viendra mon tour. Nous souffrons non de ce qui nous affecte, mais de ce que notre vie n'affecte celle de personne. « 5 octobre. Ne te ménage pas. On ne peut ni se ménager, ni calculer ses propres forces à l'avance. Corrige-toi. Évade-toi de la bureaucratie. Vois enfin ce que tu es au lieu de considérer ce que tu devrais être. 7 octobre. Vide sanitaire. Terrain commun. Vidé comme un PD. Dans la famille des croque-morts, je demande les graveurs, les marbriers, les fossoyeurs, les porteurs, les chauffeurs, sans oublier les dames de l'état civil d'essai dans les mairies, ainsi que les dames de la conservation du cimetière, pas toujours commodes. Et puis Agnès au crématorium du Père-Lachaise, dont je ne connaissais que la voix. Quant à celle du Guette, la thanatopractrice avec laquelle nous travaillions, elle était reconnaissable entre toutes. Tu leur dis de débrancher la table réfrigérante avant que j'arrive. C'est ce qu'elle m'avait répondu de sa voix tonitruante la première fois que je l'avais appelée. Comme ça, elle m'avait mis au parfum. Il est vrai que ces métiers sont encore fortement genrés, comme on dit aujourd'hui. Il y a ceux que j'appelle les gars et celles que j'appelle les dames. Pas de fausse familiarité à avoir à leur égard, mais une attention que je voudrais éveiller sur leur réalité contrastée. Le gars de Tiflore, par exemple. Un type qui, du matin au soir, fait des compositions florales dans un hangar près de Rungis, qui reçoit des appels et des fax des pompes funèbres de Paris et de Navarre, qui va ensuite les livrer avec sa petite auto dans les chambres mortuaires des hôpitaux. Vous imaginez? Des journées entières à faire des compositions, quasiment toujours les mêmes, avec les mêmes fleurs épilées, les mêmes indications des conseillers, plutôt champêtres, pas trop champêtres, que ça fasse pas trop funéraire, avec ruban, à mon papa, à ma maman. Ah, puis il y avait les lys. Certains fleuristes ont l'habitude de leur couper le pistil, parce que le pollen qui s'en dégage, ça tache les vêtements. Mais c'est moche une fleur dont on a coupé le pistil. C'est une fleur mutilée. Ma mère, elle a été fleuriste, pas longtemps, quelques années. Mais je ne crois pas qu'elle leur coupait le pistil aux lys. Une chose est sûre, c'est que ce boulot, ça a complètement changé mon rapport aux fleurs. Les lys, pour moi, maintenant, c'est foutu. Ça sent la mort. Leur odeur âcre me soulève le cœur. Il faut dire aussi que le statut des fleurs au crématorium, c'est particulier. Ça ne dure pas longtemps. Quelques heures, le temps du trajet, le temps de la cérémonie, et hop, du statut de fleurs, elle passe à celui de déchet. Un peu comme nous, finalement. En amont de ta première performance au Père-Lachaise, en 2017, tu avais rassemblé des notes de lecture dans un document Word. Au moment de l'enregistrer, sont apparus les 3 premiers mots du texte. Promenade au Père. La chaise étant passée à la trappe. Et cela t'a semblé pertinent. Tu l'as gardé en guise de titre. En abordant ces contrées, tu avais senti à maintes reprises planer l'ombre du Père. La figure du Père en général, plus que celle de ton Père en particulier. Il s'entend. Et aussitôt te sont venues à l'esprit nombre d'associations. Comme si l'enseigne pompe funèbre appelait irrésistiblement le couple père et fils. Dans des temps pas si éloignés, il était fréquent que les sociétés de pompes funèbres soient des entreprises familiales. Le père travaillant avec le
le fils prenant la suite du père, le père embauchant femme et enfant. Pompe et funèbre comme père et fils. La pompe du père éclipsant le funèbre du fils. Tant que le père prend toute la lumière, le fils se contente d'un coin d'ombre. Depuis combien de temps le père pompe-t-il l'air au fils? Se désaltère-t-il auprès de lui? La vitalité du père dépend-elle de celle moindre du fils? Père en majesté, fils en pièces détachées. Chacun attendrait-il son heure? Chacun aurait-il droit à son quart d'heure de cécité-félicité? Le moment de son mariage, le moment de son non-mariage, le moment de ses vrais faux obsèques, le plus beau moment de sa vie. À quel moment le fils perd-il le fil? Qu'est-ce qu'il attend pour défaire l'ouvrage du père? Les peurs du fils coïncident-elles toujours avec celles du père? Les révoltes du fils ne se détachent-elles jamais vraiment de l'emprise du père? Toujours la même histoire. Une histoire de vase communicant. Quand l'un des deux se replie, l'autre s'en trouverait presque gaillardi. Ce sur quoi bute leur relation, suffit-il de le nommer? Le père est-il toujours l'arbre qui cache la forêt? Le fils la feuille qui tremble? La vie du sexe se transmet-elle de l'un à l'autre? Le fils doit-il attendre la mort du père pour prendre sa place, se déplacer enfin? À quel moment le fils devient-il père? Le père fils? Tant que le fils prend la place du mort, le père tient encore le volant. Tout à l'heure, nous sommes passés à côté de la tombe de François Piquet. Je ne l'ai pas relevé à haute voix, mais ça ne m'aurait pas déplu, je crois, de m'appeler François Piquet. Parce qu'il faut bien être un peu toqué pour entreprendre ce que je fais avec vous. Cette remontée vers ce je ne sais quoi qui me taraude de l'intérieur. Son nom, on ne le choisit pas. On s'en débrouille. Il nous précède. Il nous survivra. Enfin, dans mon cas, il ne me survivra pas, puisque je n'aurai pas d'enfant. J'étais celui qui devait transmettre le nom. Avec moi s'éteindra la lignée d'Urif. J'étais le dernier à pouvoir le faire, c'est con. Je suis Rif. Pas de chance. Le petit dernier de la lignée, c'est un petit pédé. Il n'hésite pas à retourner l'arme contre lui. Ou bien est-ce lui qui, le dernier, rabattra le couvercle. Janvier 2006. Une fin d'après-midi à l'agence. Par fax, de Danton Funéraire, sous-traitant avec lequel nous travaillons régulièrement, je reçois la facture 2006 000074. Dans l'encadré en haut à gauche, je lis « Obsèques de M. Durif François ». Mise en bière le 16-1-2006 à 9h à IML Paris 12. Service le 16-1-2006 à 10h à Crématorium du Père-Lachaise. Ça y est, je suis mort. Mort et moulu, me suis-je dit, presque soulagé. Est-ce cela que je suis venu chercher ici? En occupant cette place de conseiller? Maintenant que je suis mort, ça va mieux. Il n'y a pas à dire. Tout redevient possible. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je suis mort. Raphaël Confino a retourné la facture avec la mention manuscrite ne pas payer. Sa signature et le tampon de l'autre rive. Quelques minutes plus tard, par fax, je découvre l'écriture ronde de Stéphanie qui me présente ses sincères excuses. Dans l'encadré apparaît alors, à demi effacé, le nom de la défunte auquel le mien, par mégarde, s'était substitué. Obsèques de Madame Planck. J'ai les preuves. Je les ai gardées. Les deux fax. À l'époque, ça marchait par fax.
Est-ce pour te défendre de prendre la place du mort que tu t'es résolu à prendre celle du croque-mort? Pour comprendre de quoi y retourner? Durant tes années de service funéraire, un cran d'arrêt t'empêchait de t'identifier aux morts. Jusqu'au jour où, salle de la coupole, au crématorium, lors de l'une des dernières cérémonies que tu as eu à conduire, tu t'es bel et bien identifié à celui qui était dans la boîte. Il avait ton âge, 2 grandes sœurs et un frère, une configuration familiale assez semblable à la tienne, même milieu social. Il était homosexuel, exerçait une profession artistique, et tous les éléments de sa biographie rapportés par ses proches t'avaient regardé. Il s'était suicidé chez lui, son corps avait été transporté à l'IML. Son frère est venu à l'autre rive avec sa compagne. Elle semblait vouloir le ménager, en prenant en charge l'organisation des obsèques, tissant avec moi un lien privilégié. Ils avaient cristallisé sur ma personnalité. Je n'avais pas su me protéger. Lors de l'hommage, j'étais comme médusé, avec, à quelques mètres de moi, la silhouette courbe du père, le regard fixe de la mère, ses sœurs et frères tentant de faire bonne figure. Je ne voyais que leur solitude, leur douleur impossible à partager. Le geste de leur cadet ne leur était pas forcément adressé. Ils ne cherchaient pas à l'interpréter. Désormais, il leur faudrait vivre avec. Et cela ouvrait une brèche difficile à refermer. C'est au moment de les voir défiler l'un après l'autre près du cercueil que mes jambes se sont mises à flageoler. Je n'étais plus à ma place. J'étais le mort. La décision de quitter l'autre rive était alors déjà prise. Est-ce pour cela que tu avais baissé la garde, te laissant atteindre par le destin de ce petit frère? Il était temps de remiser le costume du croque-mort au vestiaire des accessoires. Ce trouble que tu venais de ressentir était peut-être outré, mais il arrive que l'on devienne sa propre caricature. La tentation de jouer avec ses peurs est parfois grande. À soi-même, on se tend des pièges, envahi par autant d'images gelées que de phrases toutes faites. En creusant ce sillon, tu n'avais plus rien à attendre, plus rien à apprendre. La parentèle s'éloignait déjà, le vide était ailleurs. Parmi les feuilles volantes que j'ai conservées de ces années pompes funèbres, il y a ces notes datées du 16 octobre 2006. Bribes de phrases écrites à toute allure au stylo bille. Je me souviens très bien du visage de la femme qui m'a livré ses pensées saisies au vol. Son regard bleu, très pâle, ses mains noueuses, l'intensité de notre première rencontre. Un samedi, en tout début d'après-midi, j'étais seul à l'agence. Dès qu'elle est entrée, son regard m'a saisi. Elle souhaitait voir Raphaël. Je lui propose de s'asseoir, lui offre un café. Elle me raconte alors son histoire. À 10 jours d'intervalle, elle avait perdu sa fille et son homme. Il n'était pas son père, précise-t-elle. Terrassé par la douleur d'apprendre le suicide de sa fille, il l'avait soutenue autant qu'il avait pu. Durant leurs années de vie commune, il l'avait toujours enveloppée de la même affection ardente. Quelques jours après les obsèques, il meurt subitement d'un arrêt cardiaque dans la rue. Dès lors, il lui avait fallu traverser ses deuils, fouiller en elle, mettre en place des rites qui la soutiennent dans la reconquête de pans de vie. Marcher dans les rues de Paris des journées entières, s'immerger dans le flux de la ville, y trouver des réserves d'énergie. Et puis, chaque année, au premier jour d'été, retourner à l'endroit où les cendres de son homme avaient été dispersées, en pleine mer, s'y baigner. Les paroles qu'elle m'a confiées, je les ai notées juste après son départ. À chaque fois qu'elle venait me voir, je lui remettais le livre que j'étais en train de lire. Elle me le rendait quelques semaines plus tard dans un sac en plastique.
Elle me disait que je lisais des choses trop compliquées. Ces mots à elle, les voici. On se sent vivre à moitié. On se sent seul. Ce sont mes morts. Puisque j'ai la foi, j'ai l'espoir de les revoir. Je me sens plus proche de celles qui sont seules. On se trouve diminué. Faut tout prendre sur soi, faire tout toute seule. On était jour et nuit dehors. Ça fait un gros vide. Ça fait un silence. Il est toujours présent, bien sûr. On ne se plaît pas d'être veuve. On ne se plaît pas. Je ne peux pas pleurer. Le cerveau est envahi. Il n'y avait rien à faire. Faut du temps. C'est vrai que c'est un vide. Et j'allume la cheminée. Au début, je le voyais là à tout instant. Dans mon lit, je restais à ma place. Généralement, les hommes partent avant les femmes. J'ai été bien entouré. On ne peut pas laisser une journée sans travail. Personne à qui parler. Le manque, c'est quand même la présence. Je dors toujours du même côté. Son bateau s'appelait Simplé. Nous sommes obligés de vivre. Faut du sentiment dans la vie. Ça vous saute à la figure. Depuis que mon mari est mort, je le cherche partout. La maison est habitée. Il y a quelque chose de lui qui reste. Le lit est froid. Le lit est très froid. J'ai toujours su qu'il m'aimait. Mais j'ai souvent trouvé qu'il m'aimait mal. L'autre est toujours autre. Ce qui me manque, je crois que les morts sont vivants. Je me sens amputé de lui. Il y a des mots qui commencent à faire mal. Je fais couple avec un mort. L'homme que j'aime est mort. J'ai enterré sa dépouille, mais je n'ai pas enterré mon amour. Il gardait tout, mais il a écrit. C'est une absence de plus. Il a fallu marcher. Il a fallu tenir. On ne comptait pas les jours. Il m'arrive aujourd'hui de dormir de son côté. Parce que pour moi, être ici ce soir, c'est vraiment pas rien, puisque c'est un lieu que j'ai fréquenté beaucoup ces dernières années,
quand j'étais un peu indécis de l'art, le vernissage, je n'arrivais plus. Donc je suis venu ici, et c'est un lieu où je me suis toujours senti accueilli, et anonyme mais accueilli. Mais même Marc à l'entrée, les gens me reconnaissaient. Enfin, tout d'un coup, j'avais le droit d'avoir une petite existence sociale incognito. Et j'ai beaucoup appris en écoutant les écrivains. J'adore quand les écrivains lisent leur propre texte. Et j'allais voir plein de gens que je ne connaissais pas, parce que je lis très lentement. Donc c'est vrai que je lisais assez peu mes contemporains. Je m'étais encore, voilà, j'avais tellement de retard dans la lecture que je ne lisais pas. Et donc, à défaut de lire mes contemporains, je venais les écouter ici. Donc pour moi, être ici ce soir, c'est très, très, très important. Donc je voulais effectivement remercier Colombe Bonsen qui m'invite ce soir, et Olivier Chedançon et toute l'équipe, donc Arthur, je ne me souviens plus de tous les noms. Enfin bon, toute l'équipe de ce lieu qui est à l'échelle dans laquelle il y a encore un truc humain qui se passe, et c'est super important. Je voulais remercier bien sûr Jeanne Guyon et Yves Pagès, mes éditeurs, sans qui ce texte n'existerait pas, et qui m'ont fait confiance. C'est comme quand les familles m'accordaient les obsèques, vous savez, à partir du moment où moi on me fait confiance, tout d'un coup, à partir de ça a plutôt coûté de la vie, quoi. Et comme la dame vient en compétence, elle me dit, t'es capable d'être croque-mort, moi je fais confiance, absolument, voilà. Et eux, ils me sentaient capables de faire un livre. Donc, voilà, le livre existe, et c'est pas rien pour moi. C'est beaucoup plus fort qu'une exposition, en fait, parce que quand vous faites une exposition, il y a un peu de monde sur le vernissage, et puis après l'expo dure 3, 4, 5 semaines, et il n'y a personne. Et alors que là, le livre continue sa vie un peu autrement, il n'a même pas besoin de vous. Et ça, c'est une expérience très... Enfin, émotionnellement, c'est vraiment assez fort. Voilà. Mais c'est vrai que je suis content de pouvoir, de temps en temps, l'incarner sans en rajouter. Là, j'ai fait une traversée qui n'est pas du tout celle que j'ai pu faire dans d'autres lectures. Mais c'est parce que ce lieu, peut-être, voilà, j'avais envie de faire entendre ça, de ce texte ce soir. Et je voulais que ce soit ramassé. Voilà. Et je voulais après les remerciements, les amis qui sont là, hein, parce qu'il y a des amis là, je ne vous vois pas, mais il y a beaucoup d'amis qui m'ont soutenu, suivi. Et ça aussi, c'est, moi sans les amis, je suis personne, donc je sais tout ce que je leur dois. Je voulais parler aussi de Christian, donc Louis Rollin, de nom d'artiste, avec qui j'ai fabriqué cette petite vidéo qui vous a accueilli. Et le texte que vous avez entendu au début, là, dans le noir, c'était un texte de Roberto Barros, poésie verticale, voilà, par rapport à un petit jeu avec ma maison d'édition, là. Et puis voilà, tout ça nous redresse un peu. Donc, merci. Donc on se retrouve, c'est ça qui est bien dans ce lieu, c'est